Auparavant, ce rendez-vous très attendu ici au congrès de la FNTR avec un partenaire vieux de 15 ans, fidèle partenaire, ce sont les experts de la Banque de France. Voici Stéphane Martina, s'il vous plaît. Bonjour Stéphane, venez, on va s'installer. Venez. Stéphane Martina, qui est directeur régional de la Banque de France dans les Hauts-de-France. Alors, on va voir ce sur quoi vous avez planché donc, toute cette année, la situation économique et financière des entreprises du transport routier de marchandises. Bon, que vous disent vos derniers indicateurs, Stéphane ? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation et nous sommes heureux d'être parmi vous cet après-midi. Je ne sais pas si le micro est bien ou pas, ou tenez-le peut-être okay. en haut. Très bien. Tenez-le, non, en haut avec votre main. Voilà, sinon ça bloque comme ça. Regardez, comme ça. Tenez-le comme ça. Comme ça. Voilà, ça va le faire. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, la Banque de France, nous savons en tant que banque centrale que le bien... Prenez celui-là, je pense que ça sera mieux. Voilà. Nous savons en tant que banque centrale que le bien le plus précieux, c'est sans doute la confiance. Et en ce moment, effectivement, compte tenu du contexte international, du contexte national, les incertitudes sont à un très très haut niveau. C'est ce que nous disent bien entendu tous les chefs d'entreprise qu'on interroge tous les mois. Pour faire nos prévisions, on a beaucoup de chiffres, une batterie de chiffres, mais on a surtout aussi nos enquêtes qualitatives. On interroge au niveau national 8000 entreprises à peu près chaque mois. Et jusqu'à présent, le terme qui revient à chaque fois, c'est résilience. Cette résilience, elle est forte. On a été un peu surpris des chiffres du troisième trimestre, ce qui fait que le taux de croissance, je vais donner quelques éléments un peu positifs quand même, le taux de croissance du PIB a été augmenté légèrement, puisqu'on était plutôt sur 0,6, on est passé à 0,7 pour l'année 2025. Et les prévisions restent stables dans l'industrie, les services marchands et même le bâtiment qui reprend. Mais on était sur un niveau tellement bas que là aussi, il faut se méfier un peu des chiffres par rapport à tout ça. Donc si on regarde un petit peu dans le détail, une fois qu'on a dit ça, concernant le transport et comment ça se situe. Donc les deux premiers slides concernent l'activité et la demande globale. Alors à chaque fois, on a pris des chiffres sur un temps long à partir de 2019 jusqu'en 2025 pour voir un petit peu les évolutions. Alors évidemment, les évolutions les plus grandes concernent l'année 2020 avec la période Covid, mais comme on le voit, jusqu'à aujourd'hui, que ce soit en termes de prévisions ou de choses passées, ça reste encore relativement stable et constant. On n'a pas une grande dégradation. Alors là, bien évidemment, c'est au niveau macro. Donc, compte tenu du terrain, de ce que vous pouvez vivre, il peut y avoir là aussi des variations au niveau micro. On le voit quand on dit qu'on a gagné la bataille contre l'inflation, puisque en 2023, on était proche de 6%. Cette année, on sera à 1%. En France, 2% dans la zone euro, il y a des réalités très différentes. Les ménages, en fonction de leurs revenus, n'ont pas forcément le même aperçu et ne ressentent pas les choses de la même façon. Mais en tout cas, au niveau macro, on est sur quelque chose qui reste relativement stable et correct. Alors les évolutions des prix, des effectifs, là aussi il y a des évolutions qui sont plus importantes. Parce que quand on regarde, mais c'est des données que vous connaissez, quand on regarde ce qui s'est passé sur la même période, on voit qu'au niveau des effectifs, ça se stabilise et ça baisse un petit peu. Au niveau national, on ne voit pas de dégradation encore et en fin d'année, on s'attend à un taux de chômage qui est relativement stable. Et là aussi, quand on parle de résilience, c'est un élément important. Alors après, les prix, c'est lié au phénomène inflationniste qu'on a eu après la période Covid, et donc on est redescendu là sur quelque chose qui est à nouveau correct. La trésorerie, par contre, c'est quelque chose qui nous préoccupe et on suit ça de façon très attentive. On le voit dans les bilans 2024 et on le voit en 2025 quand on discute avec les banques. Là, il y a une situation au niveau de gestion des BFR qui peut être un petit peu plus délicate. Et on le reverra un peu plus tard quand je vais faire le diagnostic des chiffres sur la partie concrète des bilans. On parle beaucoup de défaillances d'entreprises et tout à l'heure, Florence Dupasquier, la présidente de la FNTR, rappelait ce chiffre l'an dernier de 3000 défaillances dans le secteur.
Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que vous voyez, vous, justement, avec vos derniers indicateurs, vos prévisions pour l'année 25, Stéphane Alors, Martina? déjà, au niveau macro, aujourd'hui, au niveau national, on est à 67 000 défaillances, tous secteurs confondus. C'est à peu près stable depuis 2-3 mois. On a depuis un an une décélération de ce taux de croissance qui avait beaucoup augmenté sur l'année 2024, et ce qui n'est pas illogique avec la période Covid, notamment avec les PGE qui ont aidé un certain nombre d'entreprises qui peuvent aujourd'hui avoir des difficultés. Mais quand on reprend la période avant Covid, on était sur 59 000 à peu près défaillances, donc voilà, on a un niveau qui est plus important. Si on regarde maintenant le secteur, vous avez d'abord les créations. Je pense que c'est important de regarder ça sur un temps long, on va dire sur 10 ans. On voit que le secteur, par rapport à toutes les branches qu'on peut retrouver en province, on avait un niveau de création qui était inférieur. Et puis on voit qu'à partir de 2018, hop, au niveau du secteur TRM, on est passé au-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant à avoir en tête. Et depuis 2022-2023, on retrouve un niveau de création qui est sensiblement le même que ce qu'on peut avoir dans tous les autres secteurs. Donc ça, la création, on va dire qu'aujourd'hui, on est à 7,8%. Ce qu'on avait en 2014, on était à 6,8%. Donc ce n'est pas la catastrophe non plus. Il n'y a pas péril dans la demeure? Il n'y a pas péril dans la demeure quand on regarde les créations sur un temps long. Les défaillances, c'est pareil. On est sur, quand on regarde l'écart par rapport aux autres branches, c'est quelque chose qui était relativement stable. Par contre, depuis 2023, et là en lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, on voit un décrochage. Et on a 2 points d'écart entre les autres secteurs. Donc on suit ça là aussi attentivement. Et quand notre rôle d'accompagnement des entreprises ou de médiation bancaire, là en tant que Banque de France, on intervient souvent pour aider les entreprises dans ce contexte-là, avant qu'on aille sur cette défaillance. Il y a des solutions. On sait que l'isolement de l'entrepreneur, c'est une réalité au quotidien. Avant d'en arriver là, il y a des solutions dans l'écosystème. Et il faut le rappeler assez souvent. On est sur la thématique du rebond. Voilà, c'est le thème choisi par les deux Florence Dupasquier et Florence Berthelot. Rebondir, justement. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est qu'une entreprise solide à vos yeux, selon les critères des économistes de la Banque de France, une entreprise qui de nature donc pourra plus facilement rebondir? Qu'est-ce que vous dites, Stéphane? Alors déjà, globalement, on étudie chaque année à la Banque de France 320 000 bilans de sociétés pour établir une cotation. Dans notre rôle de stabilité monétaire et financière, cette cotation sert notamment en politique monétaire pour pouvoir faire du refinancement sur papier privé, et ça sert aussi à regarder un petit peu de quoi sont constitués les actifs des banques. Donc c'est quelque chose que l'on connaît bien. On regarde l'ensemble des sujets qui concernaient la performance opérationnelle, donc le compte de résultat, comment se situe l'activité, les salles intermédiaires de gestion, et puis après comment ça se diffuse au niveau du bilan. Donc on regarde la liquidité, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure en disant les difficultés de trésorerie, en tout cas les tensions, on les suit attentivement. La gestion des BFR, c'est le nerf de la guerre. Après, il y a la structure financière, la solvabilité au niveau des fonds propres, l'endettement, le financement, l'autonomie financière. Ça, ce sont des choses dont je vais parler en regardant un petit peu au niveau macro pour montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, comment ça s'est passé en 4 ans? Quand on regarde un petit peu les grandes évolutions, chiffre d'affaires, valeur ajoutée, on vous a mis également effectif. Ce qui est intéressant, c'est de voir en haut, on vous a mis l'évolution du PIB, le produit intérieur brut, ce qui permet de, finalement, si on veut le comparer au secteur, il faut regarder la valeur ajoutée. Et quand on regarde la valeur ajoutée du secteur, à chaque fois, quelles que soient les périodes avec des évolutions très fluctuantes, on voit bien forcément la baisse, mais on est toujours sur un taux de valeur ajoutée qui reste supérieur au PIB national. Donc ça, c'est un élément important en termes de performance, en termes de rebond à venir ou de capacité à générer du résultat. Alors après, quand on regarde dans le résultat, dans le détail, il peut y avoir des choses un petit peu plus qui peuvent être un peu différentes. Le taux de valeur ajoutée, vous voyez, il est stable, et on a essayé de le comparer avec des entreprises du secteur qui étaient là depuis plus de 20 ans pour voir si finalement il y a une réalité entre des entreprises qui ont été créées il y a 5 ou 10 ans et d'autres qui sont là depuis plus de 20 ans. On voit que le taux de valeur ajoutée sur les
performance opérationnelle, le taux de marge brute d'exploitation, il y a très peu de différence. Donc une entreprise qui est ancienne, finalement, ne va pas forcément avoir de meilleures performances opérationnelles que d'autres. Donc ça, c'est un signe. Le décrochage entre le taux de valeur ajoutée, quand on le compare par rapport aux autres secteurs, et le taux de marge brute, parce qu'on est sur l'excédent brut d'exploitation, ce sont les charges de personnel. Vous le connaissez bien, c'est vraiment quelque chose de très important dans votre secteur par rapport à d'autres. C'est moins le cas. Alors après, voilà, la variation, quand on regarde depuis 2020, c'est en baisse, mais on est passé de 6,2% de taux de marge brute d'exploitation à 5,4% en 2024. En 2025, on sait que la baisse se poursuit. Donc on va être attentif un petit peu à cette différence-là, mais ce n'est pas une catastrophe non plus, et quand on voit les variations de PIB qu'on a eues sur la période. Et puis la répartition de la richesse créée, comme je le disais, quand on voit la différence entre valeur ajoutée et excédent brut d'exploitation, ce sont les charges de personnel, puisque la répartition de la valeur ajoutée, là c'est une grosse différence par rapport aux autres secteurs. Vous êtes pratiquement un peu moins de 80%, 78,6% en 2024 qui est consacré aux charges de personnel. C'est clairement une grosse différence par rapport à d'autres, et on voit que, par exemple, les dividendes, à l'inverse, quand on voit dans les autres secteurs, on est plutôt sur du 13%, on est sur une moyenne de 3%. Donc des choses qui s'expliquent, mais qui restent stables. Maintenant, Stéphane, ce qu'il faudrait, c'est... Voilà, on va se projeter dans le futur avec cette capacité de rebond, là, voilà, rebondir, justement. Quid des investissements, quid de la trésorerie, justement? Alors, quand on regarde le taux d'investissement au niveau de taux d'investissement d'exploitation, là aussi, il y a peu de différence entre les entreprises qui sont dans le secteur depuis plus de 20 ans et les autres. Par contre, quelque chose qui est très important sur la partie droite, c'est la distribution du taux d'investissement. On a une moyenne qui est autour de 17%. Donc c'est l'investissement par rapport à la valeur ajoutée. Et quand on décompose par quartile, on va dire sur une centaine d'entreprises, on en a, on va dire le quartile supérieur qui a un taux d'investissement qui est proche de 30%. Donc ça veut dire que là, en termes de rebond possible, il y a une grosse capacité d'investissement et on voit qu'il y a plusieurs sources d'investissement possibles. Par contre, on a 25% d'entreprises qui investissent très peu, y compris sur la période où ça a pu bien fonctionner avant la période Covid, et après sur les 4 ans, on est sur du 1% d'investissement, et là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment surveiller, parce que quand on parle de capacité de rebond, à un moment donné, on comprend qu'aujourd'hui, compte tenu du contexte d'incertitude, l'investissement, ce ne soit pas la première chose auquel on va penser, mais par contre, sur le moyen terme et le long terme, l'investissement d'aujourd'hui, c'est ce qui va créer la richesse demain. Et c'est ça, vraiment à ça qu'il faut être attentif. Et surtout quand on regarde finalement la capacité de remboursement, c'est-à-dire dans quel délai une entreprise peut faire face à ces échéances, on n'est pas sur quelque chose de très important pour le secteur par rapport aux autres. Alors il y a beaucoup de locations pour les camions, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent aussi. Mais en tout cas, on peut être en capacité de pouvoir investir. Et donc ça, c'est un message fort que je voulais aussi indiquer. Et quand on regarde dans le poids des fonds propres, dans le total bilan ou le taux d'endettement, c'est là où on a une vraie différence avec les entreprises qui peuvent avoir un peu plus d'ancienneté, plus de 20 ans, où là, on a des taux d'écart de 10% par exemple sur une capacité d'endettement. Ça se voit aussi sur la trésorerie, une gestion du BFR qui est plus active ou moins compliquée. Et donc ça, c'est un atout fort pour pouvoir investir et rebondir. Il faut vraiment l'avoir en tête, et c'est ce qu'on voit à peu près dans beaucoup de secteurs. Compte tenu de tous ces paramètres qui ne sont pas tous négatifs, quand même, et heureusement que vous êtes là, Stéphane Martina, pour quelque part nous rassurer, vous rassurer, tant que faire se peut, bien entendu. Comment les banques voient-elles les entreprises du secteur ? Alors les banques, on les rencontre régulièrement puisqu'on a notre rôle de stabilité financière, et donc on a aussi ce rôle de gendarme avec l'autorité de contrôle prudentiel qui contrôle les banques. Globalement, aujourd'hui, on n'a pas de souci de financement de l'économie. On voit les crédits mobilisés, c'est-à-dire les crédits accordés, que ce soit au niveau national et dans ma région en Hauts-de-France, ils augmentent. À la fois pour l'investissement et pour du court terme. On suit le court terme pour savoir si c'est en lien avec des difficultés de trésorerie et financement du BFR, mais l'élément le plus important, c'est qu'y compris dans les crédits d'investissement, ça augmente. Par contre, une chose est certaine, aujourd'hui, on parlait de transition énergétique, aujourd'hui, les banques font vraiment attention à ça.
Et les investissements qui sont privilégiés, ça va concerner des investissements dans ce secteur-là. Et quand on parle de rebond, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête pour préparer le train de demain qui à un moment va repartir. Et je discutais avec des entreprises du secteur du transport lundi qui étaient venues pour une conférence à la Banque de France au siège, avec lesquelles on a travaillé sur l'indicateur climat. La Banque de France propose gratuitement d'étudier avec les entreprises qui le souhaitent un petit peu leur stratégie de décarbonation par rapport aux accords de Paris, par rapport aux trajectoires. Et donc en fonction des données auxquelles on a accès, on compare et on leur indique voilà, par rapport à tout ce que vous avez mis en place et ce que vous souhaitez mettre en place, voilà comment vous vous situez et voilà quelles aides vous pourriez avoir besoin en termes de financement, etc. Et ces entreprises-là ont pris ce chemin, alors avec des stratégies très différentes. Effectivement, c'est sans doute pas le camion électrique dans tous les cas de figure parce que c'est un investissement énorme, mais c'est un mix global. Et on est là pour les aider, pour accompagner, faire le relais aussi avec un certain nombre d'établissements bancaires qui ont bien ça en tête. Donc aujourd'hui, les stratégies d'investissement pour décarboner, il n'y a pas de sujet. Par contre, pour le reste, ça peut être un peu plus compliqué. Mais les taux sont bas. Donc aujourd'hui, on voit qu'on est sur des niveaux de taux autour de 3,20, 3,40 auprès des... Quand les banques aujourd'hui accordent des crédits, ça ne descend pas. Alors qu'on a des taux directeurs qui ont été ramenés à 2%, parce qu'aujourd'hui, il y a ce risque. On voit que l'État s'endette, continue de s'endetter sans difficulté. On trouve des investisseurs, mais on est sur des taux de 3,50, de 4,50 à 30 ans. Donc c'est des taux qui sont très importants. Donc c'est finalement un corridor important pour les banques. Ça ça vous inquiète, cette situation politique très hasardeuse, rappelée à juste titre tout à l'heure par Florence Dupasquier? Tout ce qui est source d'instabilité est inquiétant. Pendant l'été, on a eu le sujet des droits de douane américains. On a vu avec les États-Unis. Aujourd'hui, ça peut vite changer en plus du jour au lendemain. Après, le besoin, les entreprises nous disaient on veut savoir à quelle sauce on va être mangé. Est-ce que c'est un bon accord? Est-ce que c'est un mauvais accord? On peut tous avoir un avis, mais au moins on sait. Et les entreprises ont besoin de savoir pour adapter, anticiper, mettre en place de nouveaux scénarios en fonction de ce qui a été prévu. Et là, aujourd'hui, dès lors qu'il y a une nouvelle incertitude, ça devient compliqué. On le voit aujourd'hui en France, l'investissement est en recul. On estime que ça va repartir en 2026, ce qui fait qu'on a une croissance du PIB qu'on estime à 0,9%. Mais on voit aussi dans la consommation des ménages, on a un taux d'épargne pour ceux qui pourraient consommer qui est de 19%, qui est énorme. Donc toute la stratégie à la Banque de France, c'est de se dire, et au niveau européen, on a réussi une souveraineté monétaire avec l'euro. C'est peut-être le moment de travailler ardemment sur une souveraineté financière, une souveraineté économique. On a un marché européen qui est d'une taille équivalente, voire supérieure aux États-Unis. Il faut qu'on arrive à décloisonner un peu les choses et orienter l'épargne vers les fonds propres des entreprises, vers aussi le financement des startups et de l'économie réelle. Oui, bien sûr. Et donc ça, c'est un discours qui se veut engageant. Le gouverneur a indiqué que ce serait bien qu'on y arrive à l'horizon 2028. On donne un cadre, on espère qu'on va arriver à dépasser les clivages pour essayer en tout cas de tendre vers ça. On voit aujourd'hui dans les marchés financiers, il y a beaucoup de choses qui se décloisonnent au niveau européen. On n'en parle pas très souvent, mais il y a des échanges de données entre places financières qui ne se faisaient pas auparavant. Donc des choses existent. Maintenant, il faudrait qu'il y ait des pouvoirs publics qui prennent le relais derrière tout ça. Et au niveau européen, on a tous envie, et je pense que chaque pays indépendamment aimerait, quand on parle de grosses entreprises pour pouvoir rivaliser avec les États-Unis, on est tous d'accord avec ça, mais ils peuvent pas, ces entreprises ne pourront pas toutes être françaises. Et en Allemagne, elles ne pourront pas toutes être allemandes. Il faut dépasser ces clivages-là pour que, et on le voit au niveau bancaire, si on veut créer des grandes banques, il faut que ça se passe au niveau européen. Et il peut y avoir des grandes banques ailleurs qu'en France aussi. Il y en a de belles en France. On a peut-être un coup d'avance et ça, c'est un élément important, puisqu'elles ont... il y a un gros effort qui a été fait depuis 10 ans en termes de stabilité et de fonds propres. Et donc là aussi, il y a le moyen d'investir et de créer des beaux groupes.
Voilà. Et que serons-nous en 2028 voilà, Et que serons-nous en 2028 En tout cas, 3 siècles, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Peut-être l'an prochain, au 80e congrès de la FNTR. Voilà, avec encore une fois la Banque de France. On applaudit très fort Stéphane Martinat. Merci beaucoup. Récupérez votre zapette.